Bonjour à tous et bienvenue à Mes Visages. Ici Sandra Sirois. Aujourd'hui, on explore le vivre ensemble et on discute des enjeux reliés à l'immigration par le biais d'un thème qui est très à la mode actuellement, l'entrepreneuriat. Être entrepreneur, ça peut être vraiment gratifiant, mais c'est pas toujours facile. Et les défis peuvent monter d'un cran lorsqu'on est un nouvel arrivant. Et aujourd'hui, je suis entourée de femmes et d'hommes d'affaires en studio. Je vous les présente dès maintenant. Premièrement, Cécile Carin, notre collaboratrice du jour. Cécile qui est entrepreneur, mais aussi coach professionnel. Et Cécile, tu vas nous donner des trucs aujourd'hui pour réussir. Tout à fait. Je vais vous parler d'organismes ressources qui vont aider les entrepreneurs de la diversité à mieux réussir. Merci beaucoup, Cécile. Je reçois également Mme Luz Elena Sarmiento, qui est la fondatrice et la présidente de Luz Ambiance Incorporée. Et Mme Sarmiento va nous parler de son parcours d'entrepreneur, mais aussi de citoyenne canadienne, qui est vraiment exceptionnel. Merci d'être à l'émission. Avec plaisir. Mais on commence tout de suite avec un homme qui s'implique énormément dans le mentorat chez les néo-québécois entrepreneurs. Il est évidemment lui-même entrepreneur, mentor chez Entreprise et membre canadien du regroupement du G20B20, M. Winston Chan. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sandra. Monsieur Chan, premièrement, c'est quoi le G20B20? Eh bien, c'est un regroupement de jeunes chefs dirigeants d'entreprises pour recommander justement aux chefs d'État du G20 comment améliorer l'économie mondiale. Notamment, une des recommandations qu'on parle, c'est de soutenir justement les jeunes entrepreneurs. On sait que l'entrepreneuriat, c'est un levier économique très important. Et combien d'entrepreneurs canadiens font partie de ce regroupement? On a à peu près 7 dirigeants par pays. Et au Japon, il y a quelques mois, on a pu rencontrer justement le gouvernement japonais pour lui présenter les différentes recommandations pour améliorer l'économie mondiale. Et vous parliez aussi que vous faites rayonner les jeunes entrepreneurs, mais comment vous faites exactement pour faire ça? Il y a plusieurs façons qu'on peut faire, mais une des façons qu'on fait, c'est justement d'amener nos entrepreneurs québécois et montréalais justement à l'international par les missions commerciales. Et ça va les aider justement à vendre leurs produits et services dans de nouveaux marchés. Parlons un peu de vous. Comment votre aventure entrepreneuriale a commencé, M. Chan? Ah, bien, moi, je viens d'une famille, ma mère est entrepreneur. Ma mère, elle est immigrante, elle est chinoise, qui est née aux Philippines, et elle a commencé son laboratoire, son clinique de laboratoire. Oui. Et justement, il y a eu beaucoup d'embûches quand elle a commencé. Donc, ça m'a permis de voir justement ce côté-là qui est très difficile pour un entrepreneur. Par la suite, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé ma clinique comme chiropraticien. Donc, j'ai ma clinique toujours aujourd'hui. Donc, c'est ça que ça a commencé. Et j'ai remarqué aussi que c'est très difficile, même que ce soit un Québécois, un néo-Québécois, c'est très, très difficile de partir de leur entreprise. Oui, parce que c'est quelque chose qui vous touche, parce qu'en 2006, vous êtes devenu vice-président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec pour ensuite en devenir le président entre 2011 et 2013. Et c'était quelque chose d'important pour vous d'aller voir les gouvernements et de faire la promotion des enjeux des entrepreneurs du Québec, mais aussi des entrepreneurs issus de l'immigration. Oui, mais en 2006, il faut comprendre que l'entrepreneuriat n'était pas un thème très populaire à l'époque. À l'actualité. Oui. Donc, ce n'était pas un sujet qu'on parle souvent dans l'actualité. Donc, il fallait vraiment sensibiliser justement les politiciens, les instances gouvernementales sur l'importance de favoriser l'entrepreneuriat, et notamment chez les jeunes, mais aussi chez les immigrants, on voit qu'il y a beaucoup d'embûches, et surtout au niveau de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a eu des améliorations depuis? Bien, qu'est-ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, il y a maintenant l'indice entrepreneuriat québécois et justement, il comptabilise justement, on connaît le taux d'entrepreneuriat chez les immigrants, on connaît c'est quoi les embûches et aussi s'il y a plus d'entrepreneurs immigrants.
Et je pense que présentement, il y a beaucoup d'immigrants qui veulent partir de leur entreprise. Par contre, il y a encore beaucoup de faire au niveau de l'accompagnement. Donc, il y a beaucoup d'intentions chez les entrepreneurs immigrants de partir de leur entreprise. Mais quand ils sont arrivés les premiers pas, ils voient plusieurs embûches. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes devenu mentor chez Entreprisme? Oui, en effet, parce qu'on voit que l'accompagnement, c'est vraiment la clé, je pense, du succès. Parce qu'un entrepreneur immigrant doit connaître non seulement la culture d'affaires au Québec, mais doit aussi connaître tous les services qui existent et pour les aider. Les services existent, mais c'est comment de faire le pont entre ces services-là et l'entrepreneur. Mais pourquoi c'est important pour vous d'aider les entrepreneurs issus de l'immigration à ce point? Bien, je pense que, moi, je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est une meilleure façon au niveau de la mobilité sociale, c'est-à-dire de permettre aux entrepreneurs, aux immigrants, en général, et à leur famille, de sortir justement de leur situation précaire. Donc, vraiment, c'est une bonne façon, justement, aussi, c'est une bonne façon aussi de les aider à se responsabiliser puis à se prendre en main. Puis pouvoir, c'est aussi, sur le plan personnel, c'est très, très gratifiant aussi. Quels sont les principaux défis pour les entrepreneurs issus de l'immigration, selon vous? Moi, je dirais que c'est encore la méconnaissance des services qui existent. Oui. Souvent, on perçoit les différents organismes d'aide comme une tour d'ivoire, qui est peu accessible. Donc, c'est l'autre, c'est la méconnaissance du savoir-faire au niveau des affaires au Québec. Mais le plus important, c'est vraiment l'accès à des réseaux d'affaires. Donc, qui est très, très difficile. C'est notamment plus difficile pour les entrepreneurs qui sont dans qu'on appelle le B2B en bon québécois, c'est-à-dire où c'est des entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. Donc, c'est plus difficile à ce niveau-là. Madame Sarmiento, vous êtes entrepreneur issu de l'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Chan? Totalement d'accord. Mais oui? D'ailleurs, moi aussi, mes efforts à l'heure actuelle sont orientés vers les mêmes objectifs de M. Chan. C'est pour aider les gens qui arrivent, les nouveaux arrivants, à mieux s'intégrer et les orienter vers un avenir plus prometteur. Et Cécile, toi-même, tu es entrepreneur. Oui, tout à fait. Et, je rejoins tout à fait ce qu'il dit parce que l'enjeu, effectivement, c'est de se faire accompagner et connaître les bonnes ressources pour pouvoir réussir nos projets d'affaires. Et heureusement, M. Chan, Cécile est là aujourd'hui pour nous donner quelques organismes un petit peu plus tard à l'émission, alors restez là. Et M. Chan, selon vous, quelles pourraient être les solutions pour ces gens? Moi, je pense que ça prendrait plus d'incubateurs. Ah oui? Plus d'incubateurs, mais dédiés aux entrepreneurs immigrants. Il y a eu l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui a fait une étude et qui a pris Entreprisme à HEC Montréal comme un des exemples à suivre, justement. Donc, c'est vraiment plus d'incubateurs pour aider les entrepreneurs immigrants. Mais aussi, l'autre chose, c'est l'accès au financement, d'aider justement à l'accès au financement pour les entrepreneurs immigrants. Présentement, quand on est un entrepreneur immigrant et qu'on n'a pas encore la résidence permanente ni la citoyenneté, on ne peut pas passer au dragon, on ne peut pas avoir une carte de crédit, on ne peut pas avoir un compte bancaire. Donc, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas accès à plusieurs services, soit liés au financement ou à l'accompagnement. Donc, c'est là qu'Entreprise HEC qui peut entrer en compte, justement, à ce niveau-là. Et Mme Sarmiento, est-ce que vous avez eu de la difficulté au départ pour aller chercher du financement pour votre entreprise? Bien sûr, parce que mon entreprise est née il y a 6 ans. Ouais. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pratiquement rien qui existait pour financer les entreprises. Donc, dès le départ, mon entreprise a dû se autofinancer. C'est le cas aujourd'hui encore. Mais je fais face aussi principalement au refus des entités financières. Parce que, étant donné qu'on n'a pas une histoire de crédit ici au Québec, on vient d'ailleurs, donc j'ai reçu 0 cents des banques ou des institutions financières. Pour avoir l'argent avec eux, il faut déjà avoir l'argent. Ouais. Souvent, là, on appelle ça le love money. C'est les proches, les parents, la famille, les amis qui aident à financer le premier projet d'entreprise. C'est souvent ça qu'on voit chez les entrepreneurs immigrants. Merci beaucoup, M. Chan, pour vos conseils. Donc maintenant, notre reporter Edwidge Dazugbo est allé faire un tour à l'École des entrepreneurs du Québec pour aller rencontrer 4 néo-québécois entrepreneurs qui voient grand. On regarde son reportage. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de nouveaux arrivants qui se partent en affaires, notamment grâce à l'École des entrepreneurs du Québec. Un entrepreneur est un entrepreneur ici ou ailleurs.
tous les entrepreneurs dans le monde entier vont commencer avec un rêve entrepreneurial, le rêve de devenir entrepreneur. Tout ça passe aussi de passer de ces rêves à trouver une idée qui va vraiment être en cohérence avec la personne, avec l'entrepreneur, avec ses compétences. De cette idée, ça passe aussi la structuration d'un projet d'entreprise, puis après la croissance de ces projets d'entreprise. Cependant, ce qui diffère un petit peu des entrepreneurs issus de l'immigration, c'est les besoins de la recherche de l'information que quand on arrive, on n'a pas cette information. C'est important de dire que c'est dans toutes les étapes de développement d'une entreprise qu'on va aider les entrepreneurs à développer ces compétences. Et ça veut dire depuis l'idée jusqu'au du rêve, jusqu'à la conception de l'idée, ça veut dire un pré-démarrage. Nous avons suivi le programme lancement d'entreprise, ce qui nous a aidé à avoir une vision plus long terme de notre entreprise. On a bâti les plans d'affaires, ce qui nous a aidé à trouver des financements. Nous fabriquons du chocolat à partir de la fève de cacao que nous importons directement de producteurs au Pérou. Ici à Montréal, nous transformons ces fèves en chocolat. Nous utilisons des fèves ancestrales et nous transformons dans le meilleur chocolat au monde. Grâce à cette formation-là, j'ai mieux compris les modèles d'affaires nord-américains, puis adapté ce modèle d'affaires nord-américain dans mon projet de produits alimentaires. Oui. Au niveau des programmes, j'en ai suivi 2. Au départ, au niveau de la création d'entreprise de UDO, qui a permis de structurer et propulser UDO, qui est une entreprise de mise en lumière architecturale urbaine. On fait de la mise en valeur de l'espace public en lumière. Chia Yitong, présidente fondatrice de Orchimedia, a un parcours qui laisse admiratif. Bombardier, Cirque du Soleil et Brocolini figurent parmi la liste de ses plus prestigieux clients. J'ai eu la chance d'aller travailler dans un projet de développement domiciliaire de 500 millions de dollars à Shanghai. C'est là que j'ai vraiment commencé l'idée de partir en affaires. C'est là la naissance en 2004 d'Orchimedia, dont la mission d'aider les entreprises canadiennes et américaines de percer le marché de la Chine. Dans le temps, c'était assez visionnaire parce qu'il y a 16 ans de ça, les entreprises québécoises, par exemple, ils voyaient la Chine seulement comme un manufacturier du monde et ils ne voyaient pas du tout le potentiel d'exporter leur expertise, savoir-faire et produits de marque. En fait, les entreprises chinoises sont arrivées vers nous une fois que Orchimedia, notre équipe, on a contribué à l'établissement du premier vol sans escale entre Montréal et toute l'Asie, c'est-à-dire Montréal-Pékin. Donc là, c'est à ce moment-là, les organisations et les entreprises chinoises, elles voient finalement cette facilité, cette autoroute-là qui est ouverte. Donc, ils peuvent venir jusqu'à Montréal pour promouvoir leurs affaires. L'important, c'est vraiment d'avoir le courage de croire en soi. Parce que je me souviens que dans mes premières années où est-ce que j'ai parti Orchimedia, il y avait tellement de gens qui me décourageaient, ils riaient de moi, ils disaient que c'était impossible, mais regardez, on a concrétisé tellement de beaux projets, on a fait tellement de réalisations depuis 16 ans. Donc oui, il faut croire en soi. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un univers foisonnant, passionnant, mais qui comporte son lot de défis. Et pour maximiser ses chances de succès, il faut bien s'entourer. Et Cécile, tu vas nous aider aujourd'hui en nous présentant quelques organismes, justement, qui peuvent nous aider. Tout à fait, Sandra. En fait, il faut savoir qu'il existe plus de 1000 organismes ressources dédiés à l'entrepreneuriat au Québec. Et bien entendu, ces organismes, les entrepreneurs de la diversité, y ont accès. Par contre, le constat qu'on fait, c'est que ces ressources sont soit peu connues, soit pas assez utilisées. Et bien, le but de cette chronique, c'est de vous présenter, de vous partager quelques-unes de ces ressources pour permettre aux entrepreneurs de la diversité de maximiser leurs chances de succès. Alors, quelle est la première ressource? Alors, la première ressource, c'est celle que j'appelle l'incontournable, la ressource par excellence des entrepreneurs de la diversité. J'ai nommé Entreprendre ici. Entreprendre ici, c'est une initiative récente du gouvernement du Québec qui a été lancée en février 2018.
Et sa mission, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs de la diversité à faire une utilisation optimale et maximale des ressources, justement, qui sont au Québec reliées à l'entrepreneuriat. Alors, elle va de services qui passent par l'accompagnement sur mesure, l'orientation et le référencement, mais elle offre aussi des bourses d'honneur à hauteur de 25 000 $, 25 bourses par année pour aider des entrepreneurs de la diversité dans leurs projets. Alors que ce soit démarrage, pré-démarrage ou au développement, c'est vraiment intéressant. Pour revenir sur ce que disait M. Chan, justement, l'un des défis majeurs des entrepreneurs, c'est d'avoir accès au financement et notamment au crédit aussi. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, la clé de réussite qui est partagée par Entreprendre ici pour nous, c'est bien entendu d'avoir une bonne compréhension, une bonne intégration à la société québécoise et à la culture d'affaires québécoise. Et ça nous aide justement à augmenter nos chances de réussite. Et quelle est ta deuxième ressource? Alors, la deuxième ressource, c'est une ressource que j'utilise moi personnellement en tant qu'entrepreneur. C'est le réseau des Afro-entrepreneurs du Canada. Alors, c'est un réseau complètement virtuel, basé sur Facebook, gratuit et fondé par 2 entrepreneurs de cœur. Alors, les valeurs de ce réseau, c'est vraiment basé sur l'entraide, le partage de savoir et l'échange. Quand vous allez sur cette plateforme, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez aller avoir des conseils gratuits, des publications thématiques sur le thème de l'entrepreneuriat. Vous pouvez participer à des défis et vous pouvez aussi être invité à des activités de réseautage. Voilà. Alors, en parlant de réseautage, justement, la clé de réussite de cet organisme pour nous, c'est de, bien entendu, développer son propre réseau d'affaires, mais aussi de le diversifier, c'est-à-dire de ne pas rester cloisonné dans sa communauté culturelle pour s'ouvrir de nouvelles portes et s'attirer des nouvelles opportunités d'affaires. Et as-tu une autre ressource pour nous aujourd'hui? Bien sûr, Sandra, j'ai la Chambre de commerce latino-américaine du Québec. Ah. Oui, j'ai découvert cette ressource aussi, très intéressante. Elle a été fondée en avril 2007. Et elle réunit bien sûr les membres de la communauté latino-américaine, mais elle est faite aussi pour des personnes qui entretiennent des liens d'affaires avec l'Amérique latine. Okay. Donc voilà, et ce qui est intéressant dans cette ressource, c'est qu'elle offre à ses membres un répertoire de ressources de plus de 3500 noms de personnes ressources de toute origine confondue. Sa mission à cet organisme, c'est aussi de multiplier les occasions de réseautage, des conférences, des séminaires à ses membres pour leur permettre eux aussi de réussir. Madame Sarmiento, vous êtes colombienne. Oui, est-ce que vous avez déjà participé à des événements de cette chambre de commerce? J'ai siégé au conseil d'administration de la Chambre de commerce latino-américaine, oui. Ah, intéressant. Ah, ben c'est super. Et ça fonctionne bien? Oui, ben, on met beaucoup d'efforts pour essayer de faciliter la vie aux nouveaux arrivants, mais la Chambre de commerce latino-américaine le fait pour toute l'Amérique latine et on est très actifs, sont très, très actifs. Intéressant. Et Cécile, est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux entrepreneurs néo-québécois du Québec? Alors, je vais juste terminer sur la petite clé de réussite qu'ils nous ont donnée, c'est de faire preuve de faculté d'adaptation, d'un sens du changement aigu pour faire face aux défis des entrepreneurs. Et effectivement, le conseil que j'ai à donner, c'est qu'on est chanceux au Québec d'avoir toutes ces ressources à notre disposition. Donc, allez vers ces ressources, utilisez-les, découvrez-les en profondeur, partagez-les, parlez-en à vos entourages, à votre entourage, et vous allez voir, elles sont là pour vous aider à mieux réussir. Donc, le mot d'ordre, c'est agissez et surtout persévérez. Merci beaucoup, Cécile. On parle d'affaires et on est allé sur la rue pour vous poser la question suivante. Trouvez-vous que le Québec est une terre d'opportunités? Voici ce que vous nous avez répondu. Je viens de la Côte d'Ivoire et l'Eldorado pour moi c'était pour aller en France et c'est mes parents qui m'ont convaincu pour venir ici. Et honnêtement, avec mon arrivée ici, j'adore ici honnêtement. J'adore et je ne regrette pas mon choix. Le Canada et le Québec sont des pays, du coup, régions d'avenir. Donc pour moi, c'était un objectif de toujours de venir ici. Quand j'étais en Iran, je ne pensais pas qu'il y a vraiment une égalité. Mais ici, j'ai vraiment vu que tout le monde est égal
et c'est vraiment bon pour moi. Quand je suis arrivé ici, je trouvais tout de suite du travail, presque instantanément, genre, comme au bout d'une semaine que je suis arrivé ici. Puis depuis ça, je fais pas mal de choses, il y a pas mal de contrats qui s'en viennent et ça se passe super bien à ce niveau-là. Ouais. Mes parents sont arrivés et ils sont entrés, ma mère est entrée en coiffeur et mon père est entré à l'université, il a eu son doctorat, donc oui, je pense que oui. Le Québec, c'est quand même c'est assez ouvert comparativement à d'autres pays que je ne nommerai pas, mais Québec, non, c'est très très ouvert comparativement à ailleurs, fait que non, je suggérerais à toute personne de venir au Québec, il n'y aura pas de problème. Ma prochaine invitée est la preuve que lorsqu'on veut, on peut. Et le Québec, pour elle, a été une réelle terre d'opportunités. Merci d'être avec nous encore une fois, Madame Sarmiento. Avec plaisir. Alors, parlez-moi de votre compagnie, Loose Ambiance Incorporée. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et je me spécialise dans la visibilité publicitaire pour les commanditaires. Okay. J'ai créé un produit, c'est un centre de table lumineux qui permet d'afficher les logos des entreprises sur la surface lumineuse. Et ce centre de table, il est télécommandé. Mais vous faites aussi la production d'événements, n'est-ce pas? Oui, je fais la production d'événements à tous les niveaux, pas juste d'événements corporatifs, mais aussi la production d'événements dans la formation. Madame Sarmiento, vous êtes arrivée il y a environ 20 ans de la Colombie. Pourquoi avez-vous décidé d'émigrer au Canada? En fait, je m'en allais vivre en Floride parce que toute ma famille était en Floride. Okay. Et j'ai décidé de faire un arrêt ici. J'étais enceinte, je venais tout juste de me séparer. Alors, lorsque je suis arrivée ici, j'ai vu que les gens nous ressemblaient beaucoup plus. C'était chaleureux et les gens me regardaient, me disaient bonjour. Je trouvais les gens très accueillants. Alors, j'ai décidé de m'installer ici au Québec au lieu d'aller vivre aux États-Unis. Parce que vous êtes arrivée à Trois-Rivières et c'est là que vous avez rencontré des Québécois et vous les avez trouvés super accueillants à Trois-Rivières. Parce qu'à l'époque, en 1997, il n'y avait pas peut-être beaucoup d'immigrants à cet endroit-là? Effectivement, il n'y en avait pas beaucoup. Et il faut dire que lorsque je suis arrivée ici, mais ce n'était pas dans mes plans de rester ici. Donc, je ne parlais pas la langue, zéro français. Et j'ai pris la décision une fois rendue ici. Donc, j'ai fait mes démarches à partir d'ici. Et j'ai pris les moyens pour apprendre toute seule la langue française parce que j'avais un visa de tourisme qui ne me permettait pas d'aller à l'école ni de travailler non plus. Mais étant donné que j'étais enceinte et que 5 mois plus tard, j'allais accoucher. Et vous étiez seule parce que votre mari n'était pas avec vous? Non, je venais de me séparer. Oh, donc j'étais seule, j'avais pas de famille ici, juste mon ami qui m'a accueillie. Et donc j'ai trouvé une stratégie pour pouvoir apprendre la langue toute seule. J'ai déménagé dans une maison, oui, c'était juste des Québécois qui m'ont présenté tout leur réseau. Et j'ai commencé à écouter la musique en français. Je dormais avec la télévision ouverte en français pour m'habituer, habituer l'oreille. Oh, oui. Et j'ai fait le ruse découverte d'une chanteuse québécoise que à l'époque, je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle disait, mais elle me donnait quand même la chair de poule. Alors, j'ai acheté toutes ces CD avec la pochette qui avait les paroles et en chantant de Ginette Renault, c'était Ginette Renault. Ginette Renault? Vous étiez une fan de Ginette Renault? Oui, en fait, oui, parce que ça me transmettait un feeling particulier, tous les timbres de sa voix, mais quand j'ai commencé à comprendre ses paroles, encore plus. Il faut dire qu'elle a une très belle voix, donc c'est en chantant de Ginette Renault que j'ai appris à parler français toute seule. Ça m'a pris 4 mois. Et comment vous avez fait pour entrer dans le monde de l'entrepreneuriat? C'était un parcours de circonstances, je dirais. Oui. J'étais à l'époque directrice de marketing pour une entreprise d'informatique et mon ex-conjoint était planificateur d'événements. Il m'a demandé de créer un centre de table parce qu'il avait un contrat avec une grosse entreprise. Il devait livrer 80 centres de table. Donc moi, en étant je regarde les détails. J'avais déjà été avec lui dans ces événements et j'avais remarqué que sur les tables, on voyait juste soit des fleurs ou soit des bougies. Et que les commanditaires étaient affichés sur une bannière que personne ne regardait. Alors j'ai mis tous ces éléments ensemble et j'ai créé le centre de table lumineux qui permet de créer une ambiance par la lumière, qui sert de décoration parce que c'est un beau centre de table et que c'est un mobile publicitaire pour les entreprises.
Et est-ce que votre parcours entrepreneurial a été facile? Pas du tout. Ben non, c'est sûr que non, hein, Pas parce du qu'en tout. plus, vous aviez 2 jeunes enfants. Exactement. J'avais 2 jeunes enfants et j'étais mère monoparentale. Wow! J'ai élevé seule mes enfants. Issus de l'immigration? Issus de l'immigration, exactement. Et c'est sûr que c'est un combat de taille. C'est un combat de taille, mais lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on veut et on connaît les chemins, on fonce dedans. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour un homme d'entrer dans le marché de l'entrepreneuriat ou plus pour une femme? Je pense que oui, ça l'est moins aujourd'hui parce qu'il y a plein d'organismes qui militent pour l'égalité hommes et femmes aujourd'hui. Il y a bien des choses qui ont changé. Mais à l'époque, c'est clair, c'était beaucoup plus facile pour un homme de se lancer en affaires que pour une femme. Monsieur Chan, je pense aussi, votre mère, qui était entrepreneur, l'a pas eu toujours facile. Là. Non, c'est pas facile, surtout pour les femmes de minorités visibles, là, de couleur. C'est encore plus difficile pour partir d'entreprise. Une des raisons, c'est, je pense, la discrimination. Souvent, les partenaires d'affaires ou les clients potentiels les regardaient de haut. Ça, c'est une des choses qu'on voit souvent. Et l'autre chose, c'est l'isolement. Donc, on est tout seul, on n'a pas de conseils, on est tout seul dans cette situation comme entrepreneur qu'on ne peut pas partager justement les différents défis là, qu'ils vivent. Là. Donc, c'est une des situations qu'on voit. Cécile, toi, as-tu été victime de discrimination dans le monde de l'entrepreneuriat? Ici, non, parce que je suis venue un peu plus récemment. Pas tant que ça, mais par contre, effectivement, je voudrais appuyer sur le fait que femmes, entrepreneurs et encore ici de la diversité, c'est un triple défi auquel vraiment il faut se battre, il faut faire face. Parce que de toute façon, être entrepreneur, c'est déjà difficile, mais avec des enjeux qui viennent encore accentuer ça, eh bien, c'est une belle aventure, mais il faut être armé. Madame Sarmiento, il nous reste quelques secondes. Vous revenez de voyage justement pour les affaires? Oui, je reviens de Tahiti parce que j'ai embarqué sur un projet, je carbure au défi, et c'était la formation, la création d'une formation en codage pour les jeunes en difficulté. Et c'est le Conservatoire national des métiers et d'art de Paris qui nous a donné l'occasion de créer un Montréal Code Camp. Bravo pour votre beau projet. Merci à tous pour votre présence et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de 1000 visages. J'étais dans l'aéroport, j'avais pris des cours de français en Colombie et à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un à l'aéroport, mais il parlait anglais. Alors je me disais, oh là là, oups, comment je vais faire pour me débrouiller ici? Mais ça, c'était agréable. En plus, c'était accueillant, il faisait beau, c'était bien. Mais mon défi, c'était d'apprendre le français.